Ils s'appelaient Commis et Éliézé. Deux frères, nés dans la même cour, élevés par la même mère, et grandis dans les mêmes conditions. Une maison modeste, un petit quartier, des matins sans luxe, mais jamais sans amour. Leur mère, une femme droite et courageuse, faisait de son mieux pour leur donner le peu qu'elle avait, sans jamais se plaindre. Commis, l'aîné, était un garçon vif, toujours entouré de ses amis du quartier. Il aimait rire, sortir, et n'aimait pas vraiment l'école. Pour lui, la vie se vivait au jour le jour. Pas besoin de se fatiguer sur des livres, disait-il souvent. Éliézé, lui, était différent. Silencieux, curieux, et plein d'ambition. Il passait ses journées à lire, à apprendre, à rêver d'un avenir plus grand. Il voulait devenir quelqu'un. Pas pour écraser les autres. Juste pour pouvoir dire un jour à sa mère, « Tu peux enfin te reposer ». Malgré leurs différences, les deux frères étaient inséparables. Commis protégeait son petit frère contre les brutes du quartier. Et Éliézé défendait son grand frère face aux critiques des adultes. La mère, fatiguée par la vie, mais fière, les regardait avec tendresse. Elle savait que ses enfants n'étaient pas parfaits, mais elle priait chaque nuit pour qu'ils restent unis, peu importe ce que la vie leur réserverait. Et pendant des années, cette prière sembla être exaucée. Jusqu'à ce qu'un matin, tout change. Ce matin-là, Éliézé tenait une enveloppe froissée entre ses mains. Ses doigts tremblaient, son cœur battait vite. Il regarda sa mère, puis son frère. Et il dit simplement « J'ai été accepté. Une université en France. Une bourse complète. » Le silence fut immédiat. Commis cligna des yeux. Leur mère se mit à pleurer. Pas de tristesse. De fierté. Son fils cadet, celui qui avait passé tant de nuits à lire sous la lumière faible d'une vieille lampe, venait d'ouvrir une porte que personne n'imaginait franchissable. Les préparatifs furent rapides. La famille n'avait pas beaucoup, mais chaque voisin donna ce qu'il pouvait. Une valise. Un peu d'argent. Des prières. Le jour du départ arriva. Éliézé serra sa mère longtemps dans ses bras. Puis il s'approcha de Commis. Ce dernier fit le dur, le fier. Mais quand il serra son petit frère, son cœur se serra aussi. Fais ton chemin, petit frère. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Éliézé promit. Et il partit. Arrivé en France, tout fut plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Le froid, la solitude, les papiers, les cours. Mais il tenait bon. Il travaillait la nuit, étudiait le jour. Dormait peu. Mangeait rarement à sa faim. Mais il ne se plaignait pas. Chaque appel avec sa mère le réconfortait. Et avec Commis aussi. Ils riaient, se racontaient leur journée, comme deux amis séparés par un océan mais liés par le sang. 3 ans passèrent. Éliézé réussit ses examens. Major de sa promotion. Il décrocha un stage, puis un emploi stable. Il rencontra une jeune femme originaire du même pays que lui, installée en France depuis l'enfance. Leur complicité fut naturelle. Simple. Authentique. Ils se marièrent dans une petite cérémonie. Sa mère, trop malade, ne put faire le déplacement. Commis non plus. Mais ils suivirent tout par appel vidéo, les yeux remplis d'émotion. Le jeune frère était devenu un homme. Un homme marié, diplômé, stable. Et fidèle à ses promesses, il commença à envoyer de l'argent chaque mois à sa mère. Et aussi à Commis. Sans jamais rater une seule échéance. Il n'oubliait pas d'où il venait. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que tout ce qu'il envoyait n'était qu'une offrande pour une trahison à venir. La vie d'Éliézé prit un tournant stable. Il vivait dans un petit appartement avec sa femme, travaillait dans une entreprise de logistique et commençait à poser les bases d'un avenir solide. Chaque mois, il envoyait une partie de son salaire au pays. À sa mère, d'abord, pour ses médicaments et ses besoins. Et à Commis aussi, en guise de reconnaissance fraternelle. Il n'oubliait pas d'où il venait. Il ne voulait pas que son grand frère manque de quoi que ce soit. Sa femme, bienveillante, le soutenait. Elle ne comprenait pas toujours pourquoi il envoyait autant d'argent, mais elle respectait sa générosité. Éliézé lui disait souvent « Ma mère a tout sacrifié pour nous. Et Commis, il m'a protégé toute ma vie. Maintenant, c'est à mon tour. » Un soir, alors qu'il préparait les papiers pour leur première demande de crédit en France, il eut une idée. « Je ne peux pas tout construire ici et ne rien avoir chez moi. Et si on investissait aussi là-bas? Une maison, même modeste, mais à mon nom, sur ma terre. » Sa femme approuva. Elle-même n'avait jamais coupé les liens avec le pays. Et puis, une maison là-bas, c'était une sécurité. Un bien qu'on ne pourrait jamais lui enlever. Alors Éliézé appela Commis. « Grand frère, j'aimerais acheter un terrain. Pas n'importe comment.
En règle. En mon nom. Et si possible, commencer à construire quelque chose de solide. Tu peux m'aider? Commis n'hésita pas une seule seconde. Évidemment. Tu me confies ça, et je gère tout. De A à Z. Éliézé fut soulagé. Il avait confiance. C'était son frère. Son sang. Il rassembla une somme de 10 millions de francs CFA. Ses économies. Et il les transféra à Commis pour l'achat du terrain. Il demanda juste 2 choses. Que le terrain soit à son nom, et qu'il reçoive une copie des documents une fois l'achat finalisé. Quelques semaines plus tard, Commis lui envoya des papiers. Un certificat d'achat, un plan cadastral, et même quelques photos du terrain. Éliézé, ému, remercia son frère. C'est le début d'une belle chose. Merci, Commis. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce terrain n'existait pas. Le certificat était faux. Les photos appartenaient à un autre endroit, prises à la va-vite. Et les 10 millions avaient disparu, dans l'ombre d'une vie de plaisir que Commis s'offrait désormais sans compter. Commis n'avait pas réfléchi longtemps. Le jour où il reçut les 10 millions, il sentit quelque chose changer en lui. Une voix murmurait dans sa tête. Tu les mérites. C'est toi l'aîné. C'est toi qui es resté au pays pendant que lui allait chercher la gloire. Il retira l'argent en liquide, immédiatement. Il n'alla pas chez un notaire. Il ne visita aucun terrain. Il prit une partie de la somme, acheta une voiture d'occasion à crédit, et passa les semaines suivantes dans les boîtes de nuit les plus chères de la ville. Alcool. Femmes. Apparence. Il se mit à fréquenter des cercles qu'il n'aurait jamais approchés avant. Il racontait à qui voulait l'entendre que son petit frère, devenu riche en France, lui envoyait de l'argent tous les mois pour l'entretien de leurs projets immobiliers. Il parlait de chantiers, de terrains, de constructions modernes. Il allait même jusqu'à affirmer qu'il était copropriétaire. Mais tout n'était que mensonge. Quand Éliézé lui écrivait, il répondait avec enthousiasme. Les choses avancent très bien. Je t'envoie des photos demain. Et il le faisait. Il roulait dans sa voiture, allait dans des quartiers en chantier, repérait une villa en construction, prenait des clichés à distance, et les envoyait comme preuve d'avancement. Éliézé ne doutait de rien. Les photos semblaient réelles. Il était loin, en France, sans moyen de vérifier. Il était occupé par son travail, ses papiers, son couple. Alors, confiant, il mit en place un virement automatique de 400 000 francs CFA chaque début de mois pour avancer sur les travaux. Et Commis, il attendait chaque début de mois comme une bénédiction. C'était devenu son salaire. Son mode de vie. Il dépensait tout sans jamais économiser, certain que l'argent continuerait d'arriver. Et pendant 5 longues années, il vécut sur ce mensonge. 5 ans à faire croire à son frère que la maison prenait forme. 5 ans à détourner chaque franc. 5 ans à cacher la vérité même à leur propre mère. Quand Éliézé lui annonça qu'il prévoyait de rentrer au pays pour les vacances et voir enfin la fameuse maison, Commis paniqua. Mais il trouva une idée. Il proposa à un ami de lui prêter sa villa pour un week-end, le temps que le frère venu de France prenne quelques photos, puis reparte. Éliézé, de passage, passa 2 jours dans une belle villa qu'il croyait être la sienne. Il prit des photos, envoya des vidéos à ses amis, les yeux brillants de fierté. Il remercia son frère en privé, la voix tremblante d'émotion. « Merci Commis. Grâce à toi, j'ai quelque chose chez moi. Quelque chose à moi. » Et Commis sourit. Un sourire faux. Un sourire lourd. Mais un sourire. Car dans le silence de son cœur, il savait que la vérité, elle, finirait par frapper. Et quand elle le ferait, elle ne demanderait pas la permission. Le temps passa, emportant avec lui les saisons et les souvenirs. 5 années entières. 5 ans durant lesquels Éliézé, fidèle et confiant, continuait d'envoyer chaque mois 400 000 francs CFA à son frère, sans jamais poser trop de questions. Il croyait en Commis. Il croyait en leur lien. Il croyait en la loyauté du sang. De son côté, Commis menait une vie de paraître. Toujours bien habillé, voiture lavée chaque matin, parfumée, entouré de flatteurs qui profitaient de ses fausses richesses. Il s'était fabriqué une réputation de grand superviseur, d'homme instruit grâce à son frère, de propriétaire discret d'une villa moderne. Il mentait à tout le monde. À sa famille. À ses amis. À lui-même. Parfois, il avait des remords. Des cauchemars. Il rêvait de sa mère le regardant en silence, les yeux pleins de reproches. Il rêvait d'Éliézé découvrant tout. Mais au réveil, il chassait ses pensées avec une bouteille ou une sortie nocturne. Éliézé, de son côté, préparait son avenir. Il demandait la nationalité française, passait des concours pour monter en grade, pensait même à lancer un petit commerce en ligne.
Sa femme et lui parlaient d'enfants. Ils évoquaient un retour temporaire au pays, le temps d'installer une activité et voir si la vie là-bas pouvait leur convenir à long terme. Mais avant tout ça, Eliezer voulait faire une chose, agrandir la maison construite. Je veux mettre une terrasse. Faire une extension. Peut-être une petite piscine. Tu crois que c'est faisable? Komi répondait toujours avec enthousiasme. Oui, oui. C'est même déjà en train d'être planifié. T'inquiète, petit frère, je gère. Chaque mensonge le poussait à en inventer un autre. Pour les extensions, Komi demanda une rallonge d'argent. 1,5 million. Puis un peu plus pour les finitions. Il inventa un devis, y ajouta des noms de maçons imaginaires, des matériaux jamais achetés, des factures fabriquées sur Word. Et à chaque fois, Eliezer payait sans discuter. Mais le destin, lui, observait en silence. Puis, la nouvelle tomba. Brutale. Froide. Leur mère venait de mourir. Une maladie courte, foudroyante. Personne ne l'avait vu venir. Komi, submergé de douleur, sentit son monde s'effondrer. Mais au fond de lui, il sentit aussi une peur grandir. Une peur terrible. Car avec la mort de leur mère, plus rien ne retenait Eliezer de rentrer. Et s'il rentrait, il finirait par voir la vérité. Alors Komi décida d'agir vite. Très vite. Lorsque la nouvelle de la mort de leur mère parvint à Eliezer, tout s'arrêta autour de lui. Il tomba à genoux dans le couloir de son appartement, incapable de respirer. C'était sa colonne, sa force, sa référence. Celle pour qui il s'était battu, celle à qui il avait promis le confort, la paix. Et elle était partie, sans même qu'il ait pu lui dire au revoir. Sa femme l'aida à se relever. Elle savait qu'il devait rentrer. Elle ne posa pas de questions. Elle prépara les valises. Contacta la compagnie aérienne. Et quelques jours plus tard, il prenait l'avion pour rentrer au pays. À l'aéroport, Komi attendait. Il portait une chemise blanche repassée, des lunettes de soleil et un sourire crispé. Quand il vit son frère descendre, il s'avança lentement. Toutes mes condoléances, petit frère. Elle est partie fière de toi. Ils s'étreignirent. Longtemps. Mais quelque chose avait changé. Le silence de Komi n'avait plus la même chaleur. Eliezer regarda autour de lui. Puis demanda calmement. Tu peux nous conduire à la maison? J'aimerais voir où elle a vécu ces derniers jours. Et où elle repose. Komi hésita. Écoute. Ce n'est pas vraiment le moment. Tu sais, il y a les oncles, les tantes, les jaloux. Si tu débarques directement dans ta grande maison, ils vont mal le prendre. Ça va faire des histoires. Restez à l'hôtel. On va gérer l'enterrement d'abord. Ensuite, on verra. Eliezer acquiesça. Il ne voulait pas de scandale. Pas maintenant. Pas pendant le deuil. Ils allèrent à l'hôtel. Les jours suivants furent remplis de larmes, de visites, de prières. Eliezer faisait face à une famille qu'il n'avait pas vue depuis des années. Des cousins, des voisins, des vieillards qu'il reconnaissait à peine. Il tenait le coup. Sa femme aussi. L'enterrement fut digne. Simple. Mais lourd. Komi joua son rôle de frère solide, soutenant, actif. Mais derrière ses gestes, son cœur tremblait. Chaque jour, il redoutait que son frère exige d'aller voir la maison. Il gagnait du temps. Il évitait les conversations. Il sortait sans prévenir, éteignait son téléphone. Il priait en silence pour que le voyage se termine vite, que son frère reparte. Mais une semaine après l'enterrement, Eliezer brisa le silence. Il se leva tôt, mit une chemise propre, regarda Komi droit dans les yeux. Prépare la voiture. Je veux aller chez moi. Voir la maison. Avec ma femme. Maintenant. Le sang de Komi se glaça. Il tenta de parler. De justifier. D'inventer une raison. Mais rien ne sortit. Eliezer répéta, plus fermement cette fois. Je ne te demande pas ton avis. Je te le dis. On y va. Et ils prirent la route. Komi conduisait lentement. Le cœur battant. Les mains moites. Il espérait encore, un miracle. Un empêchement. Un accident. N'importe quoi. Mais ils arrivèrent. Et ce qu'Eliezer vit, le coupa net. La voiture s'arrêta sur une petite route poussiéreuse. Autour, des herbes hautes, quelques maisons à moitié construites, et un terrain vague vide. Eliezer descendit lentement. Il regardait partout, scrutant les alentours. Il se retourna vers Komi. C'est ici. Komi ne répondit pas. Il fixait le sol, incapable de soutenir son regard. Eliezer s'avança.
Il vit un vieux panneau cassé avec une inscription à moitié effacée. Rien ne ressemblait à une maison. Rien ne rappelait les photos qu'on lui avait envoyées. Pas de portail. Pas de mur. Pas même une fondation. Il s'approcha d'un homme qui balayait devant une cour voisine. « Excusez-moi, il y avait une maison ici. » L'homme le regarda, surpris. « Ici ? Non monsieur. Ce terrain est vide depuis des années. C'est même litigieux, personne ne veut l'acheter. » Eliezer sentit une douleur glaciale lui traverser la poitrine. Il se retourna lentement vers son frère. « Commis, c'est une blague ? C'est ici que j'ai construit ? C'est ici que tu as reçu 5 ans d'argent. » Commis ne trouvait plus ses mots. Il transpirait, le regard fuyant. Eliezer cria. Sa voix tremblait de rage et de douleur. « Tu m'as volé ? Tu m'as volé tout ça ? Tu as trahi maman. Tu m'as trahi moi. Mon travail, mon argent, ma confiance. Tu as tout pris pour jouer aux riches pendant que je me tuais là-bas. » Commis tenta d'approcher. « Je peux tout expliquer. » Mais Eliezer recula, furieux. « Ne me touche pas. Je ne suis pas ton frère. Tu n'es plus rien pour moi. Je te jure, je vais aller à la police. » Sa femme le prit par le bras. Elle pleurait aussi. Pas pour l'argent, mais pour la blessure. Pour le lien brisé. Eliezer n'eut plus la force de parler. Il tourna les talons, remonta dans la voiture, silencieux. Sur le chemin du retour, personne ne dit un mot. Arrivé à l'hôtel, il prépara ses affaires avec sa femme. Il voulait repartir. Quitter ce pays qui venait de lui arracher ce qu'il croyait le plus solide, son propre frère. Mais il ne savait pas que le pire restait encore à venir. Car Commis refusait de tomber seul. Commis resta seul sur le terrain vide, le regard perdu dans l'horizon. Sa chemise était trempée de sueur, ses mains tremblaient, son cœur battait comme un tambour de guerre. Il venait de perdre la seule personne qui croyait encore en lui. Son frère. Son dernier pilier. Mais au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, Commis sentit monter en lui une rage noire. Une haine brutale. Une voix intérieure lui murmurait « Il veut te livrer à la police. Il veut te salir. Tu vas tout perdre. » Et lui, il repartira avec sa femme, sa dignité, sa fortune, et toi, tu resteras ici, humilié, pauvre et seul. Cette pensée le rendit fou. Il passa la nuit sans dormir. Il tourna en rond dans sa chambre, le regard fixe, la mâchoire serrée. Le lendemain matin, il prit une décision. Une décision qui allait faire basculer sa vie. Il se rendit discrètement dans un village reculé, à 2 heures de la ville. Là-bas vivait un vieux marabout que beaucoup craignaient, mais que d'autres considéraient comme un maître des ténèbres. Commis entra dans sa case sombre, remplie de crânes de chèvres, de poudres étranges, de dessins mystiques gravés au sol. Le marabout leva les yeux. « Je t'attendais. » Commis frissonna. « Je veux qu'il paie. Mon frère. Il veut me détruire. Il veut me jeter en prison. Je veux qu'il disparaisse. » Le vieil homme sourit. Lentement. « Ce que tu demandes a un prix. Tu ne pourras plus revenir en arrière. » Commis ne broncha pas. « Je suis prêt. » Le marabout s'approcha, sa voix rauque et lente. « Tu veux qu'il meure, ou qu'il perde la tête ?» Commis hésita. Puis dit froidement. « Qu'il meure. Et que sa femme m'appartienne. Chez nous, quand un homme meurt, c'est son aîné qui récupère la veuve. Je prendrai tout. Sa femme. Sa maison. Son nom. » Le marabout acquiesça. Il lui demanda une photo du frère. Un objet personnel. Et une offrande. Commis donna tout sans hésiter. Le marabout installa la photo d'Eliezer sur l'autel, entoura l'image d'ossements et d'herbes, et commença à psalmodier des paroles incompréhensibles. La fumée s'éleva. L'air devint lourd. La pièce vibrait. Puis soudain, quelque chose d'étrange se produisit. La porte de la case s'ouvrit brutalement. Un homme entra. Sale, vêtu de haillons, les cheveux emmêlés. Un fou du village, connu pour errer dans les rues en murmurant seul. Il se mit à hurler. Et avant que quiconque ne réagisse, il se jeta sur Commis et le marabout. Des coups. Des cris. Des objets renversés. Le marabout cria pour le faire fuir, mais le fou était comme possédé. Il frappa Commis violemment à la tête avec un bâton. Puis il saisit un récipient et le lança au visage du marabout. Tout s'effondra. La photo brûla d'elle-même, les herbes prirent feu. Le fou, en hurlant, s'enfuit dans la brousse comme il était venu. Et Commis resta là. Inerte. Le souffle coupé. Le regard figé.
Quand les villageois découvrirent la scène, le marabout était inconscient, le visage couvert de brûlures, et Commis était allongé sur le sol, les yeux ouverts, mais vides. Il respirait encore. Mais son corps ne bougeait plus. Pas un doigt. Pas un orteil. Rien. Il avait reçu un coup violent à la tête. Les médecins, appelés en urgence, parlèrent d'un traumatisme crânien profond. Commis était vivant, mais dans un état végétatif. Il ne parlait plus. Ne répondait plus. Il n'était ni mort, ni vraiment vivant. Le marabout, quant à lui, disparut. Dès sa sortie de l'hôpital, il quitta la région. On disait qu'il avait été frappé par la justice divine, que le fou n'était pas un fou, mais un messager. D'autres disaient que c'était l'esprit de leur mère, venu protéger son fils cadet. Éliézé, lui, ne comprenait rien. On l'appela pour lui annoncer que Commis était hospitalisé après une agression mystérieuse. Il ne posa pas de questions. Malgré tout ce que son frère lui avait fait, il alla le voir. Il entra dans la chambre, vit son frère allongé, branché à des machines, les yeux perdus dans le vide. Il resta longtemps debout, silencieux. Puis il s'approcha. « Tu m'as trahi. Tu m'as volé. Tu as menti à maman. Tu as voulu me détruire. Et pourtant... » Il sortit un papier de sa poche. Une autorisation de soins complète. Il avait payé les frais d'hospitalisation. Il avait même organisé son transfert dans une maison de repos privée. « Tu es mon frère, Commis. Et même si tu m'as brisé, je refuse de te laisser mourir comme un chien. Tu ne mérites pas mon pardon. Mais tu mérites une chance. Même si tu ne peux plus la saisir. » Il posa doucement le document sur la table. « Dors maintenant. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. » Puis il sortit. Il ne se retourna pas. Quelques jours plus tard, Éliézé reprit l'avion avec sa femme. Il laissa derrière lui un frère en ruine, mais aussi une part de lui-même. Une part qu'il n'arriverait jamais à reconstruire. Dans l'avion qui les ramenait en France, Éliézé resta silencieux. Il regardait par le hublot, le visage calme, mais le cœur lourd. Sa femme lui tenait la main. Elle non plus ne parlait pas. Elle comprenait. Ce qu'il avait perdu n'était pas seulement de l'argent. Ce qu'il avait perdu, c'était une confiance pure, un amour fraternel qu'il croyait inébranlable. Une illusion que le sang suffit à faire tenir deux cœurs ensemble. Pendant les semaines suivantes, Éliézé reprit sa vie. Il retourna au travail. Il continua à faire des projets. Il se concentra sur sa maison en France. Mais quelque chose en lui s'était fermé. Une blessure invisible. De temps en temps, il recevait des nouvelles de la maison de repos. Commis était toujours là. Allongé. Parfois les yeux ouverts. Mais aucune réaction. Aucun mot. Il ne souffrait pas. Mais il n'existait plus vraiment. Un jour, Éliézé reçut une lettre du médecin responsable du centre. On y disait que Commis souriait parfois quand il entendait une voix familière. Qu'il pleurait même parfois, sans raison apparente. Éliézé referma la lettre. Il ne répondit pas. Mais il alla déposer un virement bancaire pour les soins de son frère, comme il le faisait chaque mois depuis des années. Car malgré tout, il restait ce petit garçon d'autrefois. Celui qui courait derrière son grand frère dans la cour poussiéreuse de leur enfance. Celui qui rêvait d'un jour où ils seraient heureux, ensemble. Et ce rêve-là, même trahi, même brisé, continuait d'exister quelque part dans son cœur. Car le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est la décision de ne pas devenir aussi cruel que celui qui t'a blessé. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'Éliézé et Commis. Deux frères. Un rêve. Une trahison. Et un miracle, qui a frappé comme un jugement.